et bienvenue sur une 12e session Intimus, le webinaire qui accompagne l'intimité relationnelle et sexuelle en temps de confinement. Intimus vous est proposé par la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains à travers la plateforme Zoom. 3 thèmes seront ici abordés durant les différents webinaires. Garder une bonne santé sexuelle en temps de pandémie grâce aux valeurs relationnelles, couple et coronavirus, le confinement comme possible terrain pour les violences. Tous les jours, nous accueillons un ou une expert pendant 1 heure, le temps d'aborder un thème en lien avec la période de confinement. Je suis Grace Takash. Je suis à l'écoute de vos questions aujourd'hui durant ce webinaire. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions dans le chat en vous adressant à Animatrice. Vos questions sont bien évidemment anonymes, donc soyez très nombreux à participer. En cette période de confinement, toutes les activités physiques et de soins de soi sont les bienvenues, donc promenade, activités créatives, dessin et même la masturbation. En couple ou pas, à distance ou non, la masturbation peut être pour certains une belle manière de s'approprier à son corps, son plaisir et son désir. Pour d'autres, la masturbation peut être une échappatoire en cette période d'incertitude où le stress est à son comble. Mais cette activité reste parfois taboue, malgré le fait qu'elle soit commune à tous. Rend-elle vraiment sourd? Est-ce normal de se masturber plus durant le confinement? Y a-t-il vraiment une différence dans les habitudes masturbatoires des hommes et des femmes? Donc, pour faire le tour de toutes ces questions, nous retrouvons aujourd'hui et pour la 2e fois Marie-Noëlle Chaban, conseillère conjugale et familiale, thérapeute de couple et sexologue clinicienne. Bonjour Marie-Noëlle. Bonjour à vous tous, bonjour Grace et merci à la chaire UNESCO Santé sexuelle droits humains et à cette plateforme Intimus de m'accueillir encore aujourd'hui avec grand plaisir. C'est à nous le plaisir, voilà. Marie-Noëlle, pour commencer, avant tout, la question se pose bien évidemment, à quel moment dans le développement sexuel la masturbation apparaît-elle et est-ce qu'elle est commune à tout le monde, garçon comme fille? Alors, en fait, le fait de se toucher, de chercher à éprouver des sensations, notamment avec les organes génitaux, est quelque chose qui peut apparaître très tôt. La différence peut-être entre les filles et les garçons, c'est que pour les garçons, le sexe est visible et se matérialise, l'excitation se matérialise sous forme d'érection et ça se voit. Pour les filles, les sensations vont être plus diffuses, peut-être parfois plus confuses. En termes de recherche d'excitation, on va pouvoir trouver, par exemple, des façons de se frotter, de se balancer, de glisser sur une rampe d'escalier, ou des excitations lorsque, par exemple, il y a des frottements avec la selle d'un vélo ou d'un cheval. Il y a différents modes qui vont faire naître cette sensation de soi à soi. Tiens, lorsque je fais ça sur moi, voilà ce que ça produit. Donc, un sentiment parfois d'étrangeté. Chez les garçons, effectivement, l'histoire de la masturbation, on peut dire que d'abord, ça a été beaucoup moins tabou chez les garçons. On considérait que c'était un éveil à la sexualité dès la puberté que de pouvoir recourir à cette masturbation pour découvrir son sexe, son plaisir et entrer dans ce monde de l'adolescence, de la puberté et de l'âge adulte et de la sexualité. Et avant de parler de l'importance de la masturbation chez les ados, est-ce que vous pouvez un peu nous parler des premières étapes de la masturbation? Quelles sont ces premières étapes exactement? Alors, par premières étapes, qu'est-ce que vous entendez, Grace? Par premières étapes, je dirais à quel moment exactement et comment on commence à se découvrir vraiment, à vraiment connaître son corps. Est-ce qu'on se regarde dans un miroir, par exemple? Est-ce qu'on commence bien évidemment à se toucher? Son premier porno, par exemple? D'accord. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. L'histoire de comment on commence à se découvrir, de la même façon, on peut dire que c'est très différent pour les filles et pour les garçons. Dans la mesure où pendant longtemps, quand même, la masturbation a été considérée comme quelque chose d'honteux,
de tabous, voire de dangereux. On a entendu toutes sortes de bêtises sur le fait que ça pouvait rendre sourd. On parlait des pollutions nocturnes. Enfin, il y avait des mots extrêmement négatifs concernant la masturbation. Alors d'ailleurs, voilà, qu'est-ce que c'est que ce mot de masturbation et est-ce que à ce mot-là on peut substituer d'autres mots qui seraient peut-être plus valorisants, mais peut-être qu'on y reviendra ensuite. En tout cas, sur ces histoires d'étapes, je pense que l'autorisation à soi-même de se regarder, de découvrir son corps, va varier selon les éducations, selon les milieux, selon les cultures, très certainement. Ensuite, il y a la propre curiosité personnelle, individuelle de chacun et de chacune, qui va être effectivement peut-être davantage titillée par des lectures. Encore faut-il qu'il y ait des lectures et des lectures qui peuvent avoir une fonction excitatoire. Après, il y a l'histoire des écrans, du premier porno. On sait aujourd'hui que les premiers pornos sont visionnés extrêmement tôt du fait de l'étendue des smartphones dans tous les foyers et chez les jeunes enfants. Et on entend bien parler de visionnage de porno beaucoup trop prématuré chez les préadolescents, qui font que entre maintenant 10 ans, 12 ans, à l'entrée en sixième, on constate que des pré-ados ont déjà visionné des films porno et que ça paraît être effectivement une introduction à des pratiques de masturbation. Après, le modèle donné par rapport à ces pratiques n'est peut-être pas forcément le meilleur pour découvrir son corps dans la sensualité, dans la lenteur, dans la douceur et dans l'exploration d'autres zones érogènes que les zones génitales. Et pour revenir un peu aux ados, quelle importance de la masturbation chez les ados exactement? Vous parliez que c'était très important pour les ados. Alors c'est important pour tout le monde, je pense, mais pour les ados, ça l'est dans le sens où la découverte du corps se fait par ce biais-là. Avant d'être touché par d'autres, se toucher soi-même, se caresser soi-même, se découvrir soi-même, se regarder. Le miroir est important d'autant plus pour les filles puisque l'accès à la vision de toute cette partie intime, notamment comment sont faites les lèvres, le clitoris, ce cher inconnu dont on parle beaucoup, qui n'est pas visible à l'œil nu. Alors on peut faire un petit peu voilà de gymnastique, on peut tout à fait regarder son sexe pour peu qu'on soit curieuse de découvrir et de pouvoir regarder en n'étant pas ni dans le dégoût, ni dans la honte, ni dans la peur. Toutes ces formes de sensations et de ressentis qui peuvent être inculquées, encore une fois, selon l'histoire personnelle, les vécus qui parfois peuvent être traumatiques, selon l'éducation qui a été donnée. Aujourd'hui, on parle d'éducation à la vie affective et sexuelle. Pendant longtemps, on a beaucoup parlé de la protection, de la prévention, notamment des IST, des infections sexuellement transmissibles, évidemment du VIH, et il est important de continuer à le faire, mais au détriment du plaisir, au détriment du désir, au détriment de la sensualité et de la découverte de son corps par des tas de façons, hein, et la masturbation, c'est la meilleure manière d'être en intimité avec soi-même. Et puis encore une question, est-ce que la masturbation est nécessaire pour l'homme et aussi pour la femme? Est-ce que c'est nécessaire pour les deux de la même façon? Et est-ce que l'importance de la masturbation chez les femmes a pris une autre dimension au fil des années? Je veux dire par ça, donc comment la femme et la société se sont vraiment réconciliées avec cette importance de s'exprimer ouvertement sur la sexualité féminine et sur la masturbation en particulier. Oui.
Il y a eu plusieurs phénomènes. Il y a eu notamment un rapport, le rapport Haidt de Shirley Haidt, qui est une américaine qui a vraiment révolutionné l'approche de la sexualité féminine. Donc il y a un bouquin qui s'appelle le nouveau rapport Haidt, moi que je conseille beaucoup à mes patientes d'ailleurs, qui parle vraiment de comment, enfin c'est vraiment une enquête révolutionnaire puisque il y a des tas de questions sur comment les femmes ressentent leur corps, le désir, la masturbation. On a commencé à parler du clitoris, donc ce fameux avènement du clitoris, de cette découverte du clitoris finalement qui n'est pas si ancienne que ça. Il y a eu un autre phénomène qui a été Sex and the City, toutes les séries qui parlent aussi de la sexualité, notamment féminine, de façon décomplexée. Il y a eu également tout ce qui est cette démocratisation des sextoys, cette mise sur le marché de jouets avec un côté beaucoup plus glamour qu'avant, où en fait on parlait des sex shops réservés aux hommes qui était plutôt glauque et qui n'aspirait absolument pas aux femmes, sauf celles qui étaient suffisamment curieuses ou qui le faisaient entre copines, l'envie d'entrer et de pouvoir trouver des accessoires érotiques adaptés à leurs envies et suffisamment enfin, présentés de façon suffisamment explicite et en même temps suffisamment intelligente et pas glauque comme ça a bien été le cas souvent. Du coup, cette médiatisation, aussi les rencontres, les réunions de présentation des accessoires érotiques, sextos et autres, a permis de libérer certainement la parole et de considérer que le plaisir féminin pouvait se procurer seul, n'était pas forcément dépendant d'un partenaire ou d'une partenaire d'ailleurs, et que en fait c'est toute l'idée. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, peut-être, d'une part. En tout cas, il est important déjà de se connaître soi-même et de ne pas tout attendre de l'autre et de ne pas attendre de l'autre qu'il soit l'initiateur, celui qui va d'un seul coup faire découvrir le plaisir, l'orgasme, et que les femmes n'auraient rien à faire juste à attendre de façon passive, alors que il est important qu'elles puissent s'investir dans cette sensualité. Et je pense que le mot de sensualité est très très important quand on parle de l'auto-érotisme, mot que j'aime bien employer plutôt que masturbation. Et c'est vrai que la masturbation, longtemps, s'est référé à une masturbation masculine, mécanique, davantage tournée sur le résultat qui était obtenir un orgasme, une éjaculation en un temps plus ou moins long. Le porno étant un accélérateur non pas de particules, mais en tout cas de monter de l'excitation vers une éjaculation de plus en plus rapide. Et la difficulté du porno, c'est que à chaque fois, il faut des images de plus en plus hard ou de plus en plus variées pour que les hommes obtiennent une érection. Et pour les garçons, c'est également un problème. Les ados notamment. Pour rebondir un peu sur la question de voilà, l'éducation, est-ce que vous pensez qu'il faudrait vraiment une éducation à la masturbation pour déculpabiliser? Est-ce que c'est important, surtout pour les ados, de dire que voilà, c'est OK, que au contraire, c'est quelque chose de positif de se masturber pour qu'ils se réconcilient un peu avec l'idée de la masturbation au tout début? Oui, et d'autant plus pour les filles, je pense, puisque la masturbation féminine, il serait intéressant de vraiment arriver à faire un sondage quand on parle de masturbation. Est-ce que ce sont des images de masturbation masculine qui viennent quand on parle de masturbation, ou bien est-ce que c'est quelque chose que les filles et les femmes se sont appropriées, en démystifiant totalement cette histoire-là? Ça veut dire effectivement que la masturbation, c'est bon pour la santé. Cela permet d'entretenir à la fois un rapport érotique avec soi
et un rapport sensuel, moi, je conseille beaucoup aux jeunes, mais aussi aux adultes, un site qui s'appelle éducationsensuelle.com. Mhm. C'est-à-dire que avant d'aller directement sur les organes génitaux, il y a toute l'importance des caresses, des baisers, des enlacements, des étreintes, des respirations, de toute une atmosphère aussi. Et effectivement, la masturbation, quelle atmosphère? Est-ce qu'il y a une atmosphère particulière? Est-ce qu'il y a un contexte particulier? On parle de la masturbation notamment dans le cas de personnes ou célibataires ou qui vivent un confinement, puisqu'on est quand même dans cette histoire de confinement, Mhm. en étant séparés, en étant à distance. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'on pense à l'autre? Est-ce que l'on pense à soi? Est-ce que l'on pense à d'autres images? Est-ce qu'on pense à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on a dans la tête en termes de Mhm. fantasmes, en termes d'imaginaire érotique? Mhm. Est-ce qu'il y a des livres, des BD érotiques? Est-ce qu'il y a des supports? Est-ce qu'il y a des musiques particulièrement sexy, érotiques pour telle ou telle personne? Mhm. C'est toute cette histoire-là de contexte qui est aussi importante. Est-ce que ce sont des lumières tamisées? Est-ce que la mise en scène du corps peut aussi, de son propre corps, avec toute l'histoire aujourd'hui du sexe à distance, hein, c'est-à-dire des vidéos, Ouais. de toutes ces pratiques qui fleurissent d'autant plus maintenant avec l'ultra connexion qu'on peut avoir avec le monde numérique. Et ma question là, justement, pourquoi y a-t-il souvent un sentiment de culpabilité et de dégoût en lien avec la masturbation, donc qui suit le plaisir et le soulagement, et encore plus chez les femmes plus que les hommes? Voilà, quand on se masturbe, et voilà, on a ce sentiment plutôt de dégoût que de culpabilité, ou les deux ensemble. Mhm. Mais je crois qu'en fait, il y a des siècles et des siècles quand même derrière nous qui pèsent en termes de culpabilité qu'on peut appeler judéo-chrétienne sur l'histoire de la masturbation qui était quelque chose de totalement interdit. C'était le péché, c'était le diable. Je pense qu'il y a comme ça quelques relents Mhm, qui continuent mhm, à peser. Et puis, donc effectivement, le poids de la religion, mais pas que. Il y avait l'histoire de la fécondité, les liquides séminaux étaient destinés à la fécondation, étaient précieux et ne devaient surtout pas être gâchés. Et mhm, pour les filles, pendant longtemps, c'est l'histoire d'arriver à dissocier le plaisir de la procréation. Or, finalement, d'abord pour procréer, il n'y a pas besoin pour les femmes d'éprouver du plaisir. Hein. La procréation se fera quand même, et on en sait malheureusement quelque chose pour beaucoup. Et pour les femmes, il y avait en plus de cette culpabilité que beaucoup de garçons ont été amenés à ressentir, cette idée qu'elles-mêmes étaient quand même soumises au diktat de ce qu'on appelle la domination masculine, avec toute la difficulté de dire mon corps m'appartient, mhm, je fais avec mon corps ce que je veux et ce que je peux et ce que j'ai envie. Et je peux mhm, le découvrir parce qu'il n'est ni impur ni sale, mon sexe n'est pas dégoûtant, mhm, je peux apprendre à l'aimer, à le trouver beau, à l'érotiser. Quand on pose la question à un certain nombre de femmes, alors effectivement davantage les femmes qui consultent hein, que celles qui ne consultent pas, mhm, euh, souvent elles ont un rapport avec leur propre sexe qui est extrêmement compliqué, avec souvent du dégoût, de la gêne, de la honte, liés à des tas de facteurs hein, qui peuvent être des traumatismes également, des choses vécues dans leur enfance qui ont été compliquées. mhm. Et Marie-Noël, pour faire un peu le lien avec le confinement, parce que pendant le confinement, là, on passe beaucoup de temps devant les écrans. Est-ce qu'on peut trop se masturber, voilà, devenir accro du fait qu'on consomme plus de porno, par exemple, ou qu'on est accro aux outils qui nous permettent je vais dire, stimuler un peu la libido plus que d'habitude?
Alors, si on fait le parallèle avec le sport et le fait que pour beaucoup de personnes qui auparavant étaient très actives ou actifs sportivement parlant et qui notamment allaient dehors, allaient courir, allaient en salle on sait que le sport enfin diffuse dans l'organisme un certain nombre d'hormones qui sont des hormones de bien-être, des hormones de plaisir que l'on retrouve lors de l'orgasme et que cette addiction à la masturbation, au porno, pour les garçons notamment, est quelque chose qui peut être vraiment fréquente pendant cette période-là, puisque les écrans prennent encore plus de place que d'habitude, que cela peut être un remède à l'anxiété, à l'angoisse. On dit que pendant certaines périodes très angoissantes ou des périodes de guerre, les gens font davantage l'amour, d'une part parce qu'ils se retrouvent davantage confinés, mais aussi parce que ça peut être vraiment une barrière de protection à l'angoisse de mort. En même temps, on sait aussi, et on l'a vu au début du confinement et de l'épidémie, que l'anxiété était telle que, par exemple, les sites de rencontres, la fréquentation a chuté. L'achat et les commandes de sextoys, d'accessoires érotiques en ligne a chuté. Et là, c'est en train de repartir. De repartir en se disant peut-être qu'il y a encore un certain temps qu'il va falloir passer confiné et que certains accessoires pourraient être sympas et intéressants pour pimenter un petit peu ou varier les plaisirs. Pour revenir à cette addiction, effectivement, c'est un vrai problème. C'est un problème parce qu'il y a également des pratiques qui sont liées à des visionnages. D'abord, quelles sont les vidéos choisies? Est-ce que ce sont des vidéos particulières? Est-ce que les supports excitatoires sont toujours de même type ou pas? Est-ce que il y a une masturbation rapide, mécanique, ou bien est-ce que la lenteur est privilégiée? Moi, j'insiste beaucoup sur comment pouvoir explorer d'autres zones érogènes et non pas uniquement pour les hommes, la zone génitale, le pénis. Pour certains, alors selon les pratiques masturbatoires, il y a plusieurs types de pratiques, mais c'est très souvent vraiment phallocentré et centré sur une excitation de la verge qui va être très 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 rapide, très forte et qui va donner un sentiment de satiété assez rapide et puis l'envie de recommencer assez rapide aussi. Donc ça peut vraiment être un cercle vicieux et la façon de pouvoir y échapper, c'est peut-être la lenteur, la respiration, d'autres gestes qui vont être des gestes différents, redécouvrir son corps, réapprendre que il y a aussi peut-être les seins, et notamment même chez les garçons, on dit bah oui, mais les seins, c'est uniquement les filles qui ont une excitation au niveau des mamelons, au niveau de toutes ces zones qui sont, pense-t-on, spécifiquement féminines, mais toutes les caresses, les automassages, se caresser avec des huiles agréables, réapprendre à s'aimer, mais à aimer la totalité de son corps. Et ça veut dire peut-être bouger. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui dansent, qui font des exercices d'entretien musculaire pour se sentir mieux dans leur corps, aussi pour ne pas prendre trop de poids, puisque paraît-il pendant le confinement, certaines personnes ont tendance à vraiment se réfugier sur l'alimentation et grignoter beaucoup. Donc c'est tout ça, c'est quel rapport on a à notre corps pendant ce moment-là, pendant ce moment du confinement. Est-ce que dans ce rapport à notre corps, on peut essayer de réapprendre à le chouchouter, peut-être à l'alimenter autrement, à lui proposer des choses plus agréables qui vont nous faire nous réconcilier avec notre corps. Ouais, l'aimer quoi, aimer notre corps de nouveau, Oui. voilà. Et
pour aussi parler un peu de couple, voilà, est-ce que ce trop de masturbation peut entacher les relations sexuelles à deux ou plus par la suite? Alors, quand on parle de la masturbation, il y a la masturbation pratiquée pour des personnes qui sont ou séparées ou célibataires. Il y a la masturbation pratiquée, donc quand on va retrouver l'autre partenaire, est-ce que cette masturbation qui a été pratiquée de façon peut-être ou un peu compulsive ou un peu trop obsessionnelle va entacher ensuite les relations. Eh bien, il faut espérer que non, évidemment, mais cela va dépendre de quelle nature était auparavant la sexualité et la sensualité dans ce couple-là. S'il y avait de l'inventivité, de la créativité, des façons variées, fantaisistes de vivre la sexualité, je pense que ces périodes confinées auront été une façon peut-être de se faire du bien, euh, en espérant revenir, parce que dans la relation à l'autre, il y a tellement d'autres choses. Il y a le souffle, il y a les odeurs, les parfums, la gestuelle, le rythme, les regards, les mots, tout un tas de choses qui effectivement sont très très différentes du plaisir solitaire que l'on se donne à soi-même. Donc, on espère que oui, il y aura enfin, on espère beaucoup de choses parce que avec le confinement, on a aussi quelques questionnements sur comment vont ensuite pouvoir se passer les relations amoureuses et sexuelles lorsque les partenaires vont se retrouver. Et il fallait peut-être vous demander à la base, est-ce que c'est normal de se masturber quand on est en couple? Peut-être, c'était ça la base de la question. Et parce que pour certains, voilà, le fait de se masturber, par exemple, pour eux, c'est une forme, donc, le fait de voir le partenaire se masturber ou qu'il a envie de se masturber, pour eux, c'est une forme de tromperie, par exemple, ou pour d'autres, ils voient ça comme une pratique réservée aux célibataires plutôt qu'au couple, voilà. Oui. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a la masturbation lorsque l'un des deux est dans une pièce de façon intime et que l'autre le découvre ou la découvre. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Et si cela n'a pas été parlé auparavant, c'est-à-dire que si la masturbation n'a pas été parlée entre les partenaires comme quelque chose qui fait du bien, qui est naturel, qui est utilisé comme accessoire supplémentaire pour pimenter. Mhm. Par exemple, ben là, j'ai besoin d'être un peu tranquille avec moi-même. Ça peut être un code qui peut être dit à l'autre. J'ai envie d'expérimenter un jouet, et puis peut-être qu'on l'expérimentera ensemble plus tard. Peut être une alternative. Si cela n'a pas été parlé, si ce que l'on trouve fréquemment, une partenaire découvre son partenaire en train de se masturber devant une vidéo, Mhm. il peut y avoir, si ça n'a pas été du tout, si ça n'a pas fait l'objet d'échanges auparavant, il peut y avoir un sentiment de trahison, euh, un sentiment de dégoût, un sentiment d'être choqué. Ouais, peut-être une culpabilisation comme quoi, par exemple, le partenaire n'a pas été capable de satisfaire l'autre partenaire, voilà, peut-être. Alors, il y a cette histoire-là, tu ne me désires pas, tu regardes des vidéos, les filles sur ces vidéos ou les hommes sont beaucoup plus sexy, beaucoup plus excitants que moi. Ça, c'est la Mhm. question qu'on entend souvent posée. Mhm. Après, il y a, si tu m'aimes, tu dois te satisfaire uniquement de nos relations sexuelles et je ne vois vraiment pas pourquoi tu vas voir ailleurs. Aller voir sur un site, c'est me tromper. Ça, c'est une chose. Après, il y a aussi quand la masturbation est utilisée pendant les ébats sexuels, pendant les jeux sexuels. Mhm. Cela peut être pour certaines personnes quelque chose qui les interroge. Si cela les interroge, encore une fois, s'il y a de la communication, du dialogue, de l'ouverture et une facilité d'échanger dans le couple,
Cela ne posera pas de problème particulier. Cela pourra faire l'objet d'échanges ensemble. Si c'est compliqué parce que pour l'un ou pour l'une des deux, cela n'a jamais été usuel, habituel dans sa pratique particulière. Et encore une fois, l'idée c'est de respecter, de dire je suis désolée de t'avoir choqué et on peut en parler à un autre moment. Après, il y a la masturbation pratiquée sur soi et la masturbation pratiquée sur l'autre. Et là, a priori, dès l'instant où on s'occupe de l'autre, c'est beaucoup moins gênant puisque c'est du plaisir donné à l'autre par des moyens qui sont des moyens qu'on peut utiliser d'habitude pour soi. Après, il y a aussi comment on utilise tel accessoire érotique, tel jouet érotique sur soi, sur l'autre, pendant la relation sexuelle, et de quelle manière le couple peut l'intégrer dans ses pratiques. Voilà. Et encore une question, peut-être pour les gens qui ont une vie sexuelle en berne, est-ce que la masturbation peut les aider à raviver cette vie sexuelle? Ça s'appelle de l'entretien. C'est-à-dire, on entretient notre jardin, on entretient notre voiture, on entretient notre corps pour qu'il reste en bonne santé. On lui donne à manger, à boire, on fait des tas de choses. On peut imaginer que donner du plaisir à son propre corps, se procurer du plaisir à soi, est un signe de bonne santé et notamment participe à une bonne santé sexuelle. Donc oui, alors que ce soit pour les hommes qui parfois ont connu de longues périodes d'abstinence sexuelle et qu'on leur dit mais est-ce que vous aviez quand même une simulation, une auto-simulation, est-ce que vous pratiquiez un auto-érotisme qui vous permettait de rester relié à vous-même et à votre sexualité en se rendant compte que parfois il y a eu de longues périodes où il ne se passait pas grand-chose. Donc là, encore une fois, il est important d'être à l'écoute de son corps et de pouvoir entretenir en termes d'imaginaire, en termes de fantasme, en termes de soins à soi-même, ces pratiques auto-érotiques qui permettent véritablement d'abord de se faire du bien, de se procurer des orgasmes, de mieux dormir peut-être, d'être davantage relaxé, d'avoir un petit peu des paillettes, des étoiles, des choses agréables dans le ventre, dans la tête, dans tout le corps. Il y a une question, voilà, on me dit, est-ce qu'il faut dire ou demander explicitement à son partenaire de se masturber? Encore une fois, cela dépend de la qualité et de la richesse des échanges dans le couple. Si clairement ça tombe comme un cheveu sur la soupe du genre « Ah ben tiens, en fait, ce soir, bon », cela peut faire l'objet, encore une fois, de suggestions un petit peu subtiles ou bien plus directes. Tout dépend comment la communication dans le couple s'effectue et s'est effectuée depuis le début de leur histoire et de leur vie amoureuse et sexuelle. Il n'y a pas de, il n'y a pas de recette. Simplement, si on est suffisamment à l'écoute de l'autre, on peut aussi ressentir ce qui risque ou pas de choquer l'autre, de choquer le ou la partenaire. À partir de là, parfois il est intéressant aussi de parler de soi, de comment on vit son corps, de comment on a vécu ces périodes parfois d'abstinence ou ces périodes sans partenaire. La masturbation, on peut l'aborder à partir du début de la vie sexuelle. Comment on a vécu nos premiers émois sexuels, qu'est-ce qui était excitant, qu'est-ce qui était agréable, qu'est-ce qui était compliqué, qu'est-ce qui était difficile. Et la masturbation, est-ce qu'elle peut être aidée par des outils, par exemple? Est-ce qu'on peut parler un peu de sex toys? Oui, on constate qu'on en parle de plus en plus librement maintenant et que leur utilisation est de plus en plus commune. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Oui. Alors, évidemment, il y a vraiment aujourd'hui une gamme extraordinairement riche
en termes de propositions d'accessoires érotiques et de sextoys. Sur le marché, il paraîtrait que les ventes en ligne là sont en train de remonter parce que le confinement fait peut-être aussi donne peut-être aussi envie d'explorer aux personnes confinées d'autres expériences de plaisir. Les sextoys, on a beaucoup parlé des sextoys du coup féminins. Autant on disait que la masturbation était masculine, autant on pensait que les sextoys étaient féminins. Encore une fois, on pensait même qu'ils remplaçaient le sexe, hein, le phallus, et que les sextoys pour les femmes étaient uniquement pénétrants. Il se trouve bien entendu depuis un certain nombre d'années que les sextoys pour les femmes ont essentiellement été axés sur des stimulations clitoridiennes. Oui. Marie-Noëlle, il y a des sextoys différents pour les hommes et pour les femmes. Est-ce que vous avez quelques exemplaires à nous montrer, par exemple, juste pour faire voilà, la part des choses? Alors voilà. Oui, parce qu'il faut savoir que quand on a préparé le webinaire, j'ai dû aller en magasin. Non. Et donc oui, il y a plein de choses qui existent. Alors c'est intéressant de se dire aussi qu'il y a des accessoires érotiques plus ou moins artisanaux et comme alors on essaye aussi de dire en ce moment qu'il faut consommer français et produire français et oui, il y a des choses qui sont très jolies et qui sont en bois, alors faites par un ébéniste d'ailleurs charentais qui propose, alors là pour le coup des jouets qui sont des jouets pénétrants, avec l'idée aussi au niveau de la façon dont ils sont orientés, profilés, de pouvoir avoir un accès plus facilité au point G et pouvoir ressentir davantage localiser ce point G. Alors il y en a toutes sortes hein, qui existent, alors qui sont utilisées. Il y a par exemple les baguettes, alors pour faire vite, mais ces baguettes qu'on appelle sésame. Alors sésame, ouvre-toi, qui ont l'intérêt aussi d'être profilées et d'avoir plusieurs dimensions plus ou moins importantes selon l'anatomie féminine. Bon, alors ça c'est vraiment les jouets en bois, mais pour les adultes, hein, pas pour les enfants, qui peuvent également d'ailleurs s'exposer dans une vitrine sans qu'on puisse se demander, bah oui, oh, c'est très joli ça, mais ça sert à quoi? Après, pour être dans des... Alors, il y a tout ce qui est pénétrant. Alors, dans ce qui est pénétrant, il y a des choses qui sont aujourd'hui avec toutes les nouvelles techniques qui sont vibrants, qui stimulent à la fois le clitoris, qui vont être pénétrants, qui vont bouger, qui vont aussi, certains sont presque pliants, très souples. Pour tout ce qui est pénétrant, après il y a ce qui est aussi alors vibrant, tout ce qui est stimulation clitoridienne. Alors il y a plein de marques hein, qui existent, je vais pas faire de la pub non plus pour les marques, mais qui permet d'avoir des intensités variables, qui peuvent être massants, qui peuvent être stimulants, qui peuvent être pénétrants. Et puis il y a, alors ça existe depuis quelques années, mais tout ce qui est aussi non plus forcément vibrant directement au niveau du clitoris, mais qui va être à la fois aspirant et qui va ensuite diffuser des ondes, et des ondes qui vont aller vraiment se diffuser très loin, parce qu'on sait bien qu'il y a la partie externe du clitoris, mais il y a toute cette partie interne qui, et ces ondes vont permettre de diffuser au niveau des racines, et tout ce qui, et en fait en se diffusant, il y a en même temps, au niveau des sensations vaginales, une stimulation de ces sensations-là. Donc, au niveau de l'inspiration et de l'expiration, il y a vraiment tout ce rythme nouveau et comment on n'est pas obligé d'être dans des stimulations ultra directes. Et pour les hommes? Pour les hommes. Alors, pour les hommes, dans les... Je suis en train de chercher un... Ah oui, pour les femmes aussi, enfin, il faut penser aussi aux boules de geisha. Alors, c'est pas directement, mais ça aussi, pour entretenir la sexualité pendant
ce confinement, il est intéressant de pouvoir muscler. Alors il y a aussi, il y en a qui sont beaucoup plus esthétiques que d'autres, hein, qui sont des œufs, des yonis, bon, qui vont permettre de muscler toute cette partie interne et aussi au niveau du périnée, de pouvoir entretenir, parce que c'est important d'entretenir. Oui, alors je vois passer des messages œufs de Pâques. Alors oui, justement, pendant la période de Pâques. Mais pour parler des garçons, justement, pour les garçons, il y a des œufs de Pâques aussi. On appelle les eggs. Hein. Et qu'est-ce que c'est? On va se dire, hein, des œufs de Pâques pour les garçons. Où est-ce qu'on les met? En fait, ce sont des gaines de masturbation. Hein, ça, c'est pour la masturbation manuelle, voilà. Masturbation manuelle, très souple. Et en fait, ces œufs sont à l'intérieur striés. Il y a des petits dessins qui vont procurer, selon les stries, des sensations différentes. Pour les garçons... et il y a des lubrifiants avec? Alors, oui. Alors, il y a des lubrifiants. Alors, bon, il y a des lubrifiants. Alors, attention au niveau des lubrifiants, c'est important. Tout ce qui est silicone, d'utiliser des lubrifiants à base d'eau et non pas à base d'huile. Ou alors, de regarder la compatibilité des lubrifiants avec les sextoys. Parce que sinon, ça peut endommager les revêtements de certains jouets. Et il y aurait des lubrifiants naturels, donc… Oui. Ouais. Il y a des lubrifiants naturels, il y a des lubrifiants bio, il y a des lubrifiants vegan même. Donc, il y a toute une gamme aujourd'hui très étendue, d'autant plus qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des allergies et il faut pas faire n'importe quoi. Il est bien évident en termes d'hygiène que ensuite, il est important de les laver à l'eau tiède avec du savon, de même qu'on se lave les mains avant, après. Et que si on les échange de la même manière, il faut faire attention. Hein. Notamment, bon, alors on a parlé des jouets pénétrants. Bon, il y a aussi tout ce qui est tout ce qu'on appelle les plugs, alors avec différentes aussi textures en acier ou qui sont anneaux pour tout ce qui est pénétrant. Il y a aussi tout ce qui est pour les garçons. Alors ça demande un apprentissage et une connaissance de son propre corps. Tout ce que sont les stimulateurs de la prostate. C'est-à-dire ce sont des sextoys pénétrants qui viennent stimuler, masser la prostate. Encore une fois, il y a différents modèles qui peuvent être des modèles non vibrants, des modèles vibrants. Il y a une gamme très étendue. Donc c'est très intéressant de pouvoir aller regarder, faire son marché, mais en même temps être informé et ne pas les utiliser de façon inappropriée, inadéquate. De la même manière, attention aux objets détournés, aussi bien dans le panier de légumes que les canettes diverses et variées avec des formes plus ou moins oblongues. Attention, il peut y avoir des accidents où on se retrouve aux urgences et c'est pas le moment. Donc attention quand même, si on n'a pas des accessoires labellisé, de ne pas utiliser les choses sans bien au départ être informé. Oui, et une dernière question peut-être. Vous avez parlé de l'utilisation, bien évidemment, des sextoys. Est-ce qu'il y a des dangers, mais aussi est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut avoir une addiction à ces sextoys? Et justement, juste pour terminer avec vous, à partir de quel âge on peut utiliser les sextoys? Voilà, et est-ce que c'est la même chose pour les garçons que pour les filles? Est-ce que leur utilisation est plus commune chez les garçons que chez les filles? Voilà. Ouais. Alors chez les garçons, par exemple, oui, je vais oublier, mais par exemple, il y a aussi ceux-là hein, chez les garçons. Enfin, il y en a qui vibrent, qui enserrent le pénis, qui peuvent être vibrants, qui viennent stimuler des zones au niveau du périnée. Moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'âge, si ce n'est c'est un apprentissage pour par exemple, découvrir son clitoris. Il y a des jeunes filles qui ont du mal à se toucher avec les doigts. Ça peut être un objet transitionnel qui va permettre de ne pas être en contact direct, le sextoys notamment. Sur le côté, alors, je dirais que souvent le problème, c'est pour les filles notamment, d'obtenir un orgasme très rapide, trop rapide, puisque avec des vibrations un peu intenses, c'est pas très compliqué d'arriver à un orgasme, en tout cas clitoridien. Au niveau pénétrant, ça peut également permettre de découvrir
beaucoup mieux le creux vaginal et de pouvoir explorer soi-même avec justement tous les jouets idées du désir, hein, tous ces jouets en bois permettent vraiment de se découvrir. Il y en a aussi qui sont pas en bois, hein, qui sont en silicone ou autres, qui peuvent le permettre. Donc l'exploration, notamment du creux. Alors évidemment, si c'est une jeune fille vierge, qu'est-ce qu'on peut dire, quoi, comment on peut faire, mais pour, enfin nous on l'utilise aussi par exemple pour les problèmes de vaginisme, avec des très petites, très petites baguettes, avec des petites extrémités. Il y en a encore des plus petites qui sont, voilà, toutes petites. Et de la taille d'un petit tampon, d'un très petit tampon, pour permettre une introduction et ensuite de bouger et de ressentir ce creux vaginal. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. Et au niveau addiction? Alors l'addiction, oui. Dans la mesure, on obtient quelque chose, on a un résultat. C'est un peu le réflexe pavlovien en fait. Donc on sait que ça marche, on a un résultat et on est dans l'idée d'obtenir encore la récompense. Hein. Alors la récompense, on sait qu'on va l'obtenir facilement. Il suffit de brancher le vibreur ou autre, ou pas brancher, de le connecter. Hop, quand on connecte son téléphone, on va connecter son vibreur, qui va devenir un objet d'utilisation quotidienne. Alors l'idée, c'est pourquoi, dire, oui, quel est le problème de l'addiction? Essayons en ce temps de confinement de stimuler notre imaginaire, notre imagination. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, danser, bouger, faire des choses qui respirer, réapprendre à respirer. La respiration dans la sensualité et la sexualité, c'est quelque chose aussi très important. Et le consentement, bien évidemment, entre les deux partenaires, si jamais il y a oui. Alors, juste dire, mais on en reparlera peut-être pendant les slides, que dans la question d'échanger des vidéos intimes, de masturbation entre autres, clairement, attention à ne pas les donner à un partenaire qui est un partenaire peut-être pas très connu ou occasionnel, qui risque ensuite, on sait bien ce que ça fait et les ravages que ça peut faire ensuite, d'étaler son intimité comme ça sur les vidéos, smartphones, etc. Bon, je vous propose alors, Marie-Noëlle, de passer à la présentation pour faire une petite récapitulation. Voilà, oui. Parce que voilà, le temps court. Voilà. Donc, voilà. Voilà, bon, il y avait effectivement quelques petites tentatives de définition, recherche du plaisir sexuel, stimulation manuelle ou mécanique, hein, des organes génitaux dans les deux sexes. Bien se redire, la masturbation, c'est pour tout le monde. Il y avait une petite définition rigolote de Jacques Weinberg sur toutes les frictions possibles et imaginables qui agacent les zones érogènes afin d'en jouir, mais n'y parviennent pas toujours. À savoir, oui, il y a des fois, des personnes disent, oui, mais j'essaie, mais vraiment, ça me fait rien du tout. Et là, c'est comment on peut puiser dans de nouvelles expérimentations. Si on n'y arrive pas avec nos doigts, peut-être essayer avec des accessoires, etc. Alors, il y a eu beaucoup de mots. Il y a Philippe Reynaud qui a un excellent ouvrage sur le sujet qui s'appelle Nouvel éloge de la masturbation. Et là, vraiment, il y a à la fin, alors une liste incroyable de petits glossaires masturbatoires avec tous les mots qui ont été associés. J'ai essayé aussi d'avoir quand même des choses positives parce qu'il y a des mots très négatifs concernant la masturbation, donc choses douces. Il faut dire aussi que les filles, on parle masturbation pour les garçons et caresse pour les filles, parce que caresse c'est tout de suite beaucoup plus doux, beaucoup plus soft, hein. Voilà. Alors, les pratiques féminines différentes, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que du côté des garçons, dans les pensionnats de garçons, mais aussi dans les pensionnats de filles, il fallait dormir les mains sur les draps. Surtout pas dessous, parce que dessous, ça voulait dire qu'on pouvait jouer avec son sexe. On a parlé, de l'avènement, effectivement, du clitoris, de comment peu à peu et la littérature et des phénomènes comme Sex and the City et les réunions tupperware qui n'étaient pas tupperware entre filles ont pu permettre de démocratiser toute cette histoire de la masturbation des sextoys.
que les pratiques masculines, effectivement, autour de l'addiction à la pornographie, à la pulsion au besoin, on disait oui, mais les garçons ont des besoins, les filles n'ont pas de besoins, mais les garçons, oui, bien évidemment. Ça, encore une fois, on est bien sur toute cette histoire de sexisme, en disant que un garçon a un besoin qui pourra absolument pas réfréner, alors qu'une fille, bien sûr que oui. Hein. Bien sûr que non. Alors, excitation masculine visible, l'érection, on en a parlé. L'évolution du rapport à la masturbation chez les ados, là aussi, bon, rapport à la masturbation avec les vidéos porno, oui. Une autre sorte de masturbation chez les filles, notamment axée découverte de leur corps, c'est en devenir. Encore, il y a du travail, il me semble, encore à faire là-dessus, pour certaines en tout cas. Alors, pour revenir sur les valeurs, notamment de la charte UNESCO santé sexuelle, bien sûr, la liberté de faire ou pas avec l'autre, ou de dire, même en vidéo, tu me montres, ben non, si j'ai pas envie, je te montre pas. Le respect de soi, le respect de l'autre, on en a parlé, la divulgation des photos, des vidéos intimes. Ah, une chose importante, l'intimité. En période de confinement pour les ados, importance que les adolescents et adolescentes puissent avoir une chambre qui ferme à clé. Alors, allez dans les magasins ouverts où vous trouvez des verrous, des serrures, des clés, mais c'est important que les adolescents, adolescentes puissent dire j'ai besoin d'avoir mon espace intime, que personne ne rentre comme ça d'un seul coup, justement à un moment où ils sont dans une intimité sexuelle avec eux-mêmes. Sécurité, hygiène, évidemment, utilisation safe, évidemment, on en a parlé. La montée exponentielle des offres, des ventes, des accessoires et des sites de rencontres, on en a parlé. Les rencontres virtuelles liées au confinement, l'augmentation des comportements auto-érotiques, oui. En ce moment, même, les sites de rencontres disent « Ah ben c'est bien, ça va vous permettre de prendre le temps, de faire connaissance, de vous parler, de vous découvrir. » Après, sur la sexualité, oui, il n'y aura pas de rencontre tout de suite. Comment on peut sublimer, comment on peut imaginer, comment on peut peut-être échanger sur ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, sans le faire de façon crue, vulgaire ou autre. Ouais, un peu le retour à la session de Joël Mignot de l'autre jour Oui, sur les voilà ce que rencontres disait Joël, virtuelles. bien Voilà. sûr, bien sûr. Oui, oui, Ouais. tout à fait. Confinement pratique intime peut être une occasion, puisque de toute façon, il faut bien prendre son mal en patience et se dire que on peut, pendant ce temps-là, faire un petit retour sur soi-même et découvrir son corps par la même occasion, celui de l'autre, se regarder, s'apprendre, voilà, tout ce qu'on a vu, se comprendre, le consentement, le respect mutuel, évidemment. Et j'insiste beaucoup sur l'éloge de la lenteur, l'éloge de l'exploration sensuelle, plutôt caresse que masturbation mécanique. Parce que la mécanique, on connaît la mécanique des fluides, certes, mais en tout cas, la mécanique d'une masturbation très hâtive et très rapide et très brutale, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On a du temps, profitons-en. Les modes excitatoires, les supports érotiques, on en a parlé, les lectures, les images, toutes ces choses-là. Peut-être certaines séparations vont permettre de re-érotiser la relation, peut-être, encore une fois, pas toujours, mais ça peut. Pour les filles, bien sûr, cet apprentissage des zones érogènes et surtout l'autorisation qu'elles se donnent à elles-mêmes. Donc, au-delà de voilà la culpabilité, ces choses-là, oui, c'est possible. Et comment on peut contracter, comment on peut relâcher, comment on peut stimuler, comment on peut frotter, chauffer, enfin, etc. Et puis, bon, bah, les garçons, oubliez le côté génitocentré et oubliez peut-être un peu les sites porno, découvrir d'autres réponses qui seront peut-être plus sensuelles, qui seront peut-être plus singulières, imaginatives. Alors, j'avais choisi La Vénus endormie de Giorgione, qui, alors on en connaît de Titien, c'est quand même pour l'époque quelque chose. On a dit oui, c'est pudiquement posé sur le monde Vénus. Bon, d'accord. Mais peut-être aussi qu'elle a les yeux fermés, mais elle a quand même le bras levé, ce qui est quand même une belle invitation, et le sein dégagé, et que peut-être qu'est-ce qu'elle est en train de faire tranquillement. Cette œuvre, elle était offerte aux jeunes mariés pour leur donner de l'inspiration, hein, Ouais, quand même. booster l'imagination. Voilà. Donc, c'est pas pour rien. Ouais.
Et Et comme puis, comme j'aime d'habitude, la note poétique de Voilà, Marie-Noël. j'aime bien terminer par un texte que je vais vous lire. Alors, vous pouvez, auditeurs, auditrices, fermer les yeux si vous Voilà. avez envie. Voilà. Euh, alors, c'est donc un extrait de la Vénus Erotica d'Anaïs Nin. Comment me voit-il, lui se demanda-t-elle. Elle se leva et alla chercher un grand miroir qu'elle posa face à la fenêtre, par terre contre une chaise. Puis elle s'assit sur un tapis, en se regardant, et écarta doucement les jambes. Le spectacle était un enchantement. La peau était sans défaut, et les lèvres roses et pleines. Cela lui fit penser à la feuille d'un caoutchouc, dont il sort un lait secret lorsqu'on la presse avec les doigts, une sécrétion à l'odeur particulière comme celle des coquillages. Ainsi, de la mer était née Vénus, portant en elle ce petit noyau de miel. Pardon, j'ai perdu la ligne. Portant en elle ce petit noyau de miel salé que seules les caresses pouvaient extraire des profondeurs cachées du corps. Mathilde se demanda si elle pourrait le faire sortir de son mystérieux noyau. Elle ouvrit de ses doigts les petites lèvres et se mit à les caresser avec une douceur de chat. D'avant en arrière, elle se caressait, comme le faisait Martinez avec ses doigts sombres et plus nerveux. Elle se rappelait la couleur mate de ses doigts, qui contrastait tellement avec sa peau, ainsi que leur grosseur qui semblait les destiner à irriter la peau, plutôt qu'à éveiller le plaisir. Mais avec quelle délicatesse il la touchait, pensait-elle, frottant les petites lèvres entre ses doigts comme du velours. Maintenant, elle les massait, comme lui, entre le pouce et l'index, tandis que de sa main libre, elle continuait les caresses. Elle éprouva la même impression de dissolution que sous les doigts de Martinez. De quelque part se mit à couler un liquide salé, couvrant la toison de part et d'autre de l'orifice qui maintenant luisait. Puis Mathilde voulut savoir à quoi elle ressemblait, quand Martinez lui disait de se retourner. Elle s'allongea sur le côté gauche et présenta ses fesses au miroir. Elle pouvait ainsi voir son sexe par derrière. Elle remua, comme elle le faisait pour Martinez. Elle vit sa propre main apparaître au-dessus de la petite colline que formaient ses fesses qu'elle commença à caresser. Son autre main glissait entre ses jambes, et elle la voyait par derrière dans le miroir. De cette main, elle se caressait le sexe d'avant en arrière. Son majeur pénétra en elle, et le fit aller et venir. Elle eut soudain envie d'être prise des deux côtés à la fois, et de glisser son autre majeur entre ses fesses. En remuant d'avant en arrière, elle sentait tour à tour les deux doigts, comme cela lui arrivait parfois lorsque Martinez et un ami la caressaient en même temps. L'approche de l'orgasme l'excita, elle se mit à faire des gestes convulsifs, comme pour attraper le dernier fruit d'une branche, tirant sur la branche pour faire éclater le tout en un orgasme sauvage qui l'envahit alors qu'elle se regardait dans la glace et voyait ses mains actives et le miel briller, mouillant tout son sexe et ses fesses entre les jambes. Voilà. La note poétique. Voilà, note poétique, c'est pas forcément un mode d'emploi, mais en tout cas, cela peut être inspirant, comme Ouais. toute une littérature érotique qui peut permettre d'agrémenter nos journées et nos soirées. Merci Marie-Noël. Je vais surtout m'excuser auprès de tous les auditeurs et les auditrices qui nous suivent sur Facebook. Apparemment, il y a beaucoup de questions, beaucoup de commentaires, mais on n'a pas le temps de tout aborder quand même. Peut-être ça sera une opportunité pour une deuxième session avec Marie-Noël. Donc, cela nous fait 45 minutes que nous échangeons ensemble. Merci pour cet échange, Marie-Noël. Merci pour tous nos auditeurs et auditrices pour leur participation et leurs questions, leurs commentaires. Nous remercions aussi à la technique Philippe Le Gonidec, donc, qui est derrière tout ce travail-là, ce webinaire. Aussi, l'assistante dans l'ombre, comme toujours, Georgina Le Foul. Donc, c'était notre deuxième session Intimus. Vous pouvez retrouver cet échange sur la chaîne YouTube de la chaire UNESCO, Santé sexuelle et droits humains, en replay. Mais aussi, pour ceux et celles qui aiment aller encore plus loin sur les thématiques, vous trouverez une bibliographie sur la vidéo YouTube aussi.
Nous vous donnons rendez-vous le mercredi à 11 heures sur le même lien pour parler des secrets du respect et du confinement avec Joël Mignot. D'ici mercredi, je vous souhaite une très belle journée, mais aussi un très bon confinement. Merci Marie-Noël.